Là en face, c'était chez Bramery. C'était là, ici, chez Dufour, mais celui qui était, c'était Cassan à ce moment. Le 27 novembre 1915, le journal de Bergerac annonçait la construction d'une nouvelle usine à l'est de la ville, sur les bords de la Dordogne. Un an plus tard, la poudrerie nationale de Bergerac était sortie de terre et produisait déjà 60 tonnes de coton-poudre par jour. Entre 1915 et 1960, des milliers d'hommes et de femmes travaillèrent dans ces murs, parfois par familles entières. Voici l'histoire de la poudrerie de Bergerac, de 1915 à 1960, telle qu'elle vit aujourd'hui dans la mémoire des poudriers et des Bergeracois. Attendez, laissez-moi faire, je vais aller un peu plus loin. Il y avait des grands bâtiments dans ce sens. Je suis perdu complètement. Complètement perdu. Ici, la maison, ici, voyez? Ici, il y avait une chambre, ici, il y avait une chambre. De l'autre côté, la même chose. Ici, il y avait un couloir au milieu. Ici, il y avait un hangar. Après, c'était la grange, là. Nous sommes au blanc, ici. Alors, ici, la fond. Nous sommes ici, voilà, chez moi. Ici. Là, chez Dufour, un peu plus loin. Chez Bramery. Chez Borderie. Chez Lambert. Chez Vincent. Chez Madeleine Beauportu. Il y avait M. Cazenille, il y avait M. Lambert, M. Laval, M. Lafont, alors celui-là qui avait sa ferme au milieu du champ. C'était presque des terrains nus, hein, mais c'était des terres à céréales. C'était le grenier de Bergerac. Et cette usine a commencé vers le printemps 1916, et comme c'était une usine très importante, qu'on n'avait jamais vu de pareilles choses à Bergerac, ça a été un lieu de promenade du dimanche. Le dimanche, sur la route de la Laine, il y avait 3 ou 4 000 personnes l'après-midi qui se promenaient pour voir la construction du chantier. La première construction qui s'est faite, c'est les châteaux d'eau. C'était une fourmilière qu'il y avait. Et puis c'était tout fait, comme on dit. Avec les bras, il n'y avait pas de machine, il n'y avait rien. C'était tout fait à bras. Il y avait de tout, je vous dis, il y avait des Anamites, il y avait des Chinois, il y avait des Arabes, il y avait de tout. C'était une fourmilière. À la poudrerie de Bergerac, dans les années 18, début 18, fin 17-18, nous avions une usine qui en renfermait, pour employer un terme de l'époque, à peu près 18 à 20 000 ouvriers. C'était quelque chose de colossal. Ce souvenir de gosse, je l'ai gardé parce que c'était une distraction pour nous d'aller sur la route de Cahors tous les soirs lorsque les ouvriers, les poudriers, on les appelait, sortaient. C'était une file ininterrompue, vous voyez, des milliers d'hommes, de femmes qui sortaient là. On allait voir passer des noirs, des rouges, des jaunes, il y avait de tout.
tout le long du chemin, sur ces 2 kilomètres, tout le long, il y avait des négoces, des magasins, des échoppes, des achalandages de légumes, de fruits, de viande, de café, tout ce que vous voulez. Et je connais à Bergerac des gens qui, quelques-uns ont fait fortune pendant cette période-là, parce qu'il y avait beaucoup d'argent quand même. Eh bien, il y a environ 4 kilomètres. 4 kilomètres que l'on faisait à ce pas que je mène, je porte là, pendant 30 ans. 8 kilomètres par 24 heures comptées. Ça me fait le tour de la terre presque, à pied. C'est pour ça encore que je marche. Voilà le mur, mais le chemin, le petit escalier. Voilà les anciens bâtiments. Et pour monter, ça n'a pas bougé. Voilà. Ça, ce sont les bombes qui sont tombées là. Voilà ce qui restait de la poudrerie. C'était un peu le travail forcé, hein. C'était le travail forcé. Et alors les hivers, c'était les hangars, les ateliers n'étaient pas bien isolés de la température. C'était très mauvais le travail, et puis c'était tout chronométré. C'était les travaux forcés. Vous allez me dire, j'exagère. C'était un monde tout à fait à part. Ce travail est très pénible. Les ouvrières, pour la plupart jeunes filles et jeunes femmes, s'y épuisent rapidement. Il faut bourrer coûte que coûte la gueule des canons. Sur les terrains voisinant la poudrerie, on a édifié de nombreuses baraques où logent pêle-mêle des milliers d'hommes et de femmes. En ville, il n'y a plus un galetas disponible et la moindre soupente est louée à des prix de record. À l'embauche, les mères déposent leurs petits-enfants dans les garderies et les reprennent à la sortie. Nous entrons en hiver, la température est tombée brusquement au-dessous de 0, il neige, il gèle. À l'arrêt des hostilités, en 1918, la poudrerie est mise en sommeil, débauchant des milliers de poudriers. Le 13 juillet 1928, la ballastière, qui renfermait des fûts de poudre B, prend feu. L'incendie fait plusieurs victimes. Dès 1936, la poudrerie est rééquipée. À la déclaration de guerre, en septembre 1939, elle est remise en fonction et emploie jusqu'en juin 1940 12 000 personnes. Alors, vous avez d'abord les deux cheminées de la poudrerie, là-bas en face. Vous voyez, la grande, l'ancienne, il y en avait deux comme ça. Hein. Il y en a une qui était fichue par terre. Je ne l'ai jamais quittée depuis 1940, la cheminée de la poudrerie. J'habitais donc dans les logements de fonction. Après, quand je suis allé rentrer, on a construit là-bas derrière, c'était pas loin d'ici, à 200 mètres. J'avais encore la cheminée de la poudrerie, et puis après, on s'est trouvé avec la cheminée de la poudrerie en face. Enfin, ça...
Il y avait la zone occupée dans le nord et la zone dite libre dans le sud. C'était plus ou moins libre, mais enfin qu'il était un peu tout de même. Et alors, dans le nord, la zone occupée, les Allemands ont pris les poudreries en charge. Mais dans la zone sud, ils faisaient ce qu'ils pouvaient. Et à Bergerac, on continuait à travailler pour les civils, comme on pouvait. Après l'invasion, il y a eu un contrôle allemand, qui était très léger d'ailleurs, hein, qui était très léger. Et alors à ce moment-là, il y a tout de même, on a commencé à fabriquer alors pour les Allemands. La nitrocellulose d'abord, et ensuite ils ont mis en route, alors les Allemands ont fait remettre en route la partie poudre, la partie ouest de la poudrerie. Mais le contrôle allemand, en réalité, était très léger. Je dis le contrôle intérieur, parce que là, à la poudrerie, en somme, il y avait juste un lieutenant et un feldwebel, c'est tout. Lorsque nous étions de nuit, au lieu d'envoyer le coton de la goulotte dans les essoreuses, eh bien, par une dérivation, j'envoyais le coton poudre à la Dordogne directement. Ce qui fait que, bien sûr, ça manquait à la fabrication, mais enfin, il y avait un contrôle tout à fait pas trop strict, ce qui fait que... À partir de 1943, la Gestapo fait de fréquentes incursions dans la poudrerie. Elle recherche les stocks de bronze, de métaux précieux, de pneus et d'essence qui y sont dissimulés. Le 15 novembre 1943, la station de pompage est sabotée. Le 18 mars 1944, la Royal Air Force bombarde la poudrerie, occasionnant de nombreux dégâts. D'avril à août 1944, la résistance, extérieure et intérieure, sabote un grand nombre d'installations. Ah oui, ils sont barrés avec les autres machins. Alors, autrement, ce coin-là, c'est la prison. Alors, il y a un petit grillage dessus. Et tout, comment ça s'appelle, tous les prisonniers viennent là, 3 jours, 4 jours de semaine. Alors, là, c'est toujours la réfectoire pour que... La guerre est déclarée ici et l'Indochine est considérée comme colonie française. On l'appelle la patrie-mère. Colonie française, donc on l'appelle le patrie-mère. Il faut aider la patrie-mère. Alors, si on est 2 ou 3 garçons, il en faut un qui s'engage. Au début février 1940, nous sommes arrivés à Bergerac. On est 6 compagnies. On est dans chaque compagnie 250 personnes, avec quelques interprètes. Les conditions de travail, c'est pas compliqué du tout. 2 ou 3 hommes, vous poussez les wagons, on amène quelque chose, un bidon ou n'importe quoi dont ils ont besoin. À l'atelier, on fait bouillir le coton cru et une fois qu'il sort, on l'amène dans un autre atelier pour le laver. Puis une fois lavé, on l'amène dans un autre atelier pour le moudre. Là, il y a d'immenses machines. La nourriture, au début, c'était bien. Après 1 an, on nous dit « on va vous rationner, il n'y a plus de riz ». On ne nous donne plus que du pain. À partir de là, on souffre énormément. À partir de là, on souffre énormément. Et en 7 ans, quand j'ai quitté le service d'État, on m'avait donné 50 francs nouveaux de pécule. 50 francs nouveaux de pécule.
C'était une période très trouble, c'est-à-dire qu'on faisait comme on pouvait, voyez-vous. Et ce qu'il y avait, c'est toujours cette insécurité perpétuelle. On n'était jamais sûr de ne pas se faire ramasser ou pour une raison quelconque par les Allemands. Alors, la gendarmerie, elle, c'était pas méchant. En général, ils venaient, ils regardaient, c'était pas ça, c'était la Gestapo. Garot, moi je l'ai connu, il est arrivé en 40, alors on a travaillé ensemble. On était plus ou moins liés par un tas de choses. Et c'est un gars qui avait beaucoup de caractère, même un peu trop, quelquefois. Parce que voyez-vous, un jour, il fait promener les Allemands, il leur dit, ben vous voyez, derrière ces bottes de paille, ben, c'est plein de pneus. Oh, non. Eh bien, c'était vrai, si. Seulement, à force, eh ben, il a fini par être ramassé quand même. Et c'était vraiment un très, très grand bonhomme. Vraiment un super, si vous voulez. Monsieur de Brandes est monté là-haut, posé le drapeau français. Mais moi, je ne l'aurais pas fait. Mais il est monté là-haut, monsieur de Brandes, en haut. Oh là là, ça a été historique. Faut le faire, hein? Ça fait combien? 70 ans que ça tourne, même plus, l'entreprise. Elle a 80 ans, voilà. C'est formidable. La production a repris petit à petit. Il y avait un produit civil, on appelait ça le CA4, c'est coton azotique. Nous avions hérité un petit peu de ça, de l'ingénieur Garot. Les gens se sont remis vraiment au travail. Et on avait et alors ce qui est intéressant, c'est que on travaillait pour nous. Voilà, disons ce qu'on faisait en 45, bon, avant 45 c'était pour quelqu'un, c'était pour l'occupant. Mais là, on a l'impression, et c'est vrai, on travaillait pour nous, pour la France. On peut dissoudre d'autres corps dans les solutions de nitrocellulose, la mélanger avec d'autres produits tels que des plastifiants, des résines, des colorants, des pigments. C'est grâce à ces propriétés que s'expliquent les nombreuses applications de la nitrocellulose qui est, en fait, la plus ancienne des matières plastiques synthétiques connues. Elle est utilisée dans la fabrication des films de cinéma, du celluloïd, des simili-cuirs, des toiles enduites, de certaines colles et des vernis de toutes sortes. Quand il y avait des menaces de guerre, immédiatement, il fallait produire de la poudre. Puis quand les menaces de guerre cessaient, ben, on n'avait plus rien à faire. Ces alternatives de production forcenée et puis d'arrêt total, alors il y a embauchage et puis ensuite mise en chômage, c'était extrêmement pénible ça. Alors notre but c'était d'essayer justement d'avoir à côté des fabrications militaires, des fabrications civiles beaucoup plus régulières. C'était l'idée que j'ai eue et que j'ai défendue, oui. Ah, la nitration, j'en ai mangé assez. J'en ai fait toutes sortes de nitrations, en commençant par la Selvic, la turbine Selvic, qui consistait à noyer le coton avec la fourche. Nous étions trois par équipe. Et alors on mettait la quantité d'acide voulu. Et le deuxième, il donnait le coton.
Quand le temps était clair, comme ça, là, bon, eh bien, ça allait très bien. Mais si le plafond était bas, les vapeurs restaient basses, en bas, alors là, on en prenait son aise. Du premier coup, ça s'ouvre. La SNPE. Pour nous, c'était la peine B. Eh oui. Tout descendu, nous avons fait des frais. Ils n'ont pas trop foutu le bordel. C'est bien rangé, comme d'habitude, tant mieux. Allez, allons-y gaiement. Ah, eh bien, il y a du désordre là un peu. C'est comme ça que je les avais posés. Très bien. Ma table a coupé le verre. J'en ai coupé des morceaux de verre là-dessus. Oh, 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 oh. Attends, pousse-toi. Il y a encore ma nana. Eh mais bon, c'est moi qui l'ai mise là-dessus. Eh bien, elle a bronzé encore plus. Oh, oh, oh. Oh, ah, ça n'a pas changé. Mais à l'époque, on vivait tous dans le même sens. Et puis, c'était des familles entières qui travaillaient sur la poudrerie. Il y en avait beaucoup qui étaient venus de l'extérieur, qui étaient venus de Bretagne. Alors, on faisait un noyau, une famille. Surtout que ce qui facilitait les choses, c'est qu'ils pouvaient se loger ou à Crest dans les cantonnements, ou ici dans le 95, où il y avait des cantonnements. Alors ça, ils faisaient pour beaucoup, parce que les familles étaient plus groupées et tout, travaillaient ensemble, et à ce moment-là, quand ils avaient quelque chose à demander, n'importe, ils le faisaient tous ensemble, en communauté, vous comprenez. Et puis il y avait quand même un certain respect pour les cadres, mais des cadres vis-à-vis du personnel. Les délégués syndicaux, m'ont beaucoup aidé, m'ont donné quelquefois de très bonnes idées. Ils connaissaient le milieu ouvrier bien mieux que les cadres le connaissaient. Nous les connaissions bien, nous étions en contact avec eux. Mais enfin, c'était pas tout à fait quand même la même chose. Je sais que aussi bien les délégués CGT que les délégués CFTC, FO, j'en conserve un très bon souvenir, et je conserve le souvenir de gens qui m'ont souvent donné des conseils extrêmement précieux. Il y a eu vraiment des rapports de consensus. Et ça nous a permis, il n'y avait pas disons, tout le monde, on sentait que tout le monde, si je peux employer ce jargon, disons, tout le monde tirait dans le même brancard. Vous voyez ? Le bleu, le blanc, le rouge sont les poudriers. Le bleu, le blanc, le rouge saluons nos ouvriers. Nous leur rendons hommage, gardons pour l'image en couleur de nos poudriers. Du bleu, du blanc, du rouge sont les poudriers. Le bleu, le blanc, le rouge sans les oublier. Je vous remercie.